Bonjour à tous. Il y a quelques instants, vous avez suivi la une des journaux via notre canal. C'est l'heure de décrypter toute l'actualité d'ici et d'ailleurs avec mes deux invités. Je suis avec Koshimo Ngbaji, journaliste, analyste politique. Cher ami, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Bonne arrivée, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. En face de vous, pour le décryptage de l'actualité, il s'agit de David Eglozon. Bonjour. Bonjour, monsieur Amoir. Vous êtes député suppléant du parti Les Démocrates dans la 6e circonscription électorale. En effet. Merci beaucoup d'être là. Alors, c'est moi. Merci beaucoup. Deux sujets au menu de nos discussions en plateau. Le naufrage d'un bateau au large des côtes tunisiennes qui a fait 165 victimes. Du coup, le gouvernement béninois a décidé de rapatrier volontairement, bien sûr, certains compatriotes. Koshimo Ngbaji, sur la question, une première analyse. Oui, je pense que pour le commun des Béninois, c'est une situation inédite. Mais quand on cherche bien, je pense que c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend parler avec ce chiffre, parce qu'on parle de 165 Béninois qui veulent un retour volontaire. Ça donne déjà une idée sur combien ont péri dans cet accident. Donc les chiffres font froid dans le dos, mais je pense que c'est une situation qui n'est pas totalement nouvelle. Dans certaines zones du pays, il y a des cas isolés qui se passaient déjà. Cette fois-ci, voilà, on a une idée claire désormais et on espère que voilà, le gouvernement ne va pas juste s'arrêter à rapatrier les gens, mais à prendre des mesures beaucoup plus sérieuses. D'accord. On rappelle que l'accident s'est produit dans la nuit du 16 au 17 mai 2024, entraînant ainsi des dizaines de pertes en vies humaines. Alors, David Eglozon, on sait que la situation, elle est là. Du coup, votre parti, les démocrates, a décrié un peu la situation et le manque d'anticipation dans certains cas par le gouvernement béninois. Quel est votre avis à l'heure actuelle? En fait, merci. À entendre cette nouvelle, j'étais scandalisé parce que c'est pour la première fois, moi, j'entends des Béninois qui ont péri comme ça dans des situations aussi horribles. Et vous n'avez jamais entendu ça par le passé? Jamais. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu que des Béninois à la quête de la meilleure vie au-delà de nos frontières ont péri dans une situation catastrophique. Je n'ai jamais entendu ça. Et c'est l'une des manières par laquelle le gouvernement se révèle. Et c'est un peu dommage parce que il faut des mesures quand même pour accompagner les citoyens. Les Béninois sont ici, on fait beaucoup de diplômés sans emploi et je pense que c'est ça qui cause ces dommages-là auxquels nous assistons. Oui, je voudrais sur la question, ne perdez pas le fil. S'il vous plaît, ne me mâchez pas sur la langue. Ce que je suis en train de dire, vous comprenez bien, je vous dis, c'est une responsabilité qui engage le gouvernement. Du moment où c'est des jeunes Béninois qui ont péri dans cette situation et que je n'ai jamais entendu ça, c'est vraiment déplorable. Et il va falloir que le gouvernement prenne des mesures fortes pour accompagner des jeunes au Bénin. Sinon, s'ils ont la belle vie ici, je ne pense pas qu'ils seraient ceux qui seraient en train de vouloir chercher à l'extérieur de leur pays au péril de leur vie. D'accord. Au nombre de ces mesures, on sait qu'il y a déjà le rapatriement volontaire quand même par rapport à nos compatriotes. Mais quand vous dites que le gouvernement béninois se révèle d'une mauvaise manière, est-ce que ce n'est pas plus l'opposant qui parle quand on sait que la question de l'immigration aujourd'hui n'est pas que l'apanage du Bénin, elle s'observe dans tous les pays pratiquement où on veut aller dans l'Hexagone. Pourquoi vous tablez-vous sur le cas du Bénin? Le Bénin a toujours été un pays exemplaire par rapport à cette question. On a toujours vu dans d'autres pays, dans la Méditerranée, où on voyait des jeunes mourir dans la mer. Mais aucun Béninois. Moi, je n'ai jamais entendu. C'est ça que je suis en train d'expliquer, en fait. Et quand je parle de révélation, c'est un peu ça. C'est parce que, désormais, tout se fait dans l'opacité au Bénin. Les jeunes sont laissés pour compte. Et c'est ça qui crée cette situation-là. Moi, je pense que on parle de 160 migrants volontaires qui seront rapatriés au Bénin. 165. 165, pardon. Mais à quelle fin? Quel est le sort qui leur est réservé ici, sur le territoire? Parce qu'ils ne sont pas partis volontairement. C'est parce qu'ils étaient, à un moment donné, ils se sont vus obligés de quitter le Bénin pour aller chercher le mieux-être. Je pense qu'il faut pas seulement les rapatrier, mais élaborer des plans de cadrage de ces jeunes pour qu'ils puissent bien se mouvoir dans leur propre pays. D'accord. Koshimo Ngbaji, on sait que sur la question, je vous refais la même question pratiquement,
oublions le Bénin, élargissons un peu les réflexions. La question de l'immigration n'est pas tant l'apanage de notre pays. Beaucoup de jeunes Africains à la recherche de l'Eldorado se mettent sur les bateaux et on sait quand même à quel prix cela se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de cette question-là, la question de l'immigration ne doit pas être prise en compte de façon plus sérieuse par nos dirigeants, de façon globale? Oui, bien évidemment. Et je pense que c'est d'abord un problème d'éducation. Parce que moi, par exemple, je vis pas l'Eldorado au Bénin. J'ai bien envie d'avoir mieux, mais ça ne me donne pas forcément l'idée de partir à tout prix. Voyez, donc c'est pour dire, il faut qu'on aille un peu sur l'éducation pour faire comprendre aux gens que, d'accord, on est peut-être en situation difficile. Dans nos pays, nous n'avons forcément pas les moyens, les conditions qu'il faut, mais il ne faut pas partir à tout prix, au péril donc de la vie humaine. Et je pense qu'il faut aller un peu sur ce terrain. Le problème, ça a perdu. Il y a longtemps que ça a perdu et on ne trouve pas de solution. Et je pense qu'il faut commencer par le bas, c'est-à-dire commencer progressivement à éduquer la jeunesse par rapport à cette situation. Parce que les conséquences sont beaucoup plus dramatiques que peut-être le côté positif. Il y en a qui y arrivent, qui se retrouvent en Europe, mais après ils comprennent que ce n'est pas la belle vie n'est pas forcément là-bas. Donc pour moi, la première solution déjà, c'est de commencer à éduquer les jeunes. On est peut-être en difficulté, mais voilà, après, faut pas partir à tout prix. Il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Après, les gouvernants, on va pas les dédouaner. C'est clair que la responsabilité des gouvernants est sérieusement engagée parce que il faut mettre son peuple ou ses citoyens dans de meilleures conditions, mais on sait aussi que ce n'est pas forcément évident, surtout quand les États ont plusieurs priorités. Et si je reviens au Bénin, je pense que progressivement, il y a des... c'est vrai que c'est pour la première fois qu'on entend parler de cette situation au Bénin avec cette ampleur, mais comme je l'ai dit à l'entame, il y avait toujours eu des cas isolés. Et même si on laisse la mer, il y a des gens qui, dans des villages au niveau des pays limitrophes, les gens bougent beaucoup, il y a beaucoup de déplacements. Et moi, je suis allé par exemple dans le plateau, j'ai fait une enquête sur le sujet là-bas, mais à Baza, vous voyez des enfants, les parents même qui font voyager les enfants dans les pays limitrophes. La situation est la même, sauf que bon, cette fois-ci, on parle de mer. Donc, je pense que le gouvernement, on va rapatrier les gens. Mais il faut prendre des mesures, comme je l'ai dit, d'abord sur le plan psychologique, parce que c'est pas très aisé vivre une telle situation. Lorsque les gens vont revenir, il faut qu'ils essaient de se réinsérer dans la société. Donc, oui. Il faut des mesures d'accompagnement et on espère que voilà, ils seront pas abandonnés. La suite va dépendre de comment est-ce que le gouvernement va gérer le cas de 765, parce que si le cas de 765 est bien géré, je pense que s'il y a d'autres jeunes qui ont l'ambition de partir à tout prix, je crois qu'ils doivent désormais réfléchir et qu'on leur donne une certaine assurance pour leur dire la belle vie n'est pas forcément ailleurs. C'est ça. Koshimo a dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant. On sait que les conditions les meilleures ne sont pas réunies forcément partout, mais pourquoi vouloir s'exiler à tout prix ou se déporter vers l'extérieur à tout prix? On peut rester au Bécaye et quand même se réaliser. On sait aussi que ces jeunes qui immigrent vers l'extérieur ne le font pas justement de façon gratuite. Il y a quand même des fonds qu'ils réunissent, il y a quand même de l'argent et ceci peut leur servir déjà à ouvrir un petit commerce, à installer un petit business. Pourquoi forcément vouloir se faire miroiter l'Eldorado et vouloir voyager à tout prix quand on sait qu'on peut rester dans son pays et petitement se construire? Est-ce que ce n'est pas un aspect sur lequel il faudra se pencher pour les fois à venir? Bon, il y a aussi des cas isolés qu'il ne faut pas occulter, c'est le cas des pendaisons que nous avons connu depuis l'avènement de ce régime. Il y a eu trop de pendaisons au Bénin. Quel est le rapport justifie. Des oui, je vais le dire. Ah oui. Ceux-là qui sont partis, c'est parce qu'ils sont à la quête de la belle vie. Ils ont dû quitter le pays. Ceux qui sont restés sur place, on en a beaucoup qui mettent la corde au cou. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, au Bénin, le gouvernement ne favorise pas l'ascension de la jeunesse. Et c'est bien dommage. C'est pour ça que la jeunesse doit c'est pourquoi je vous dis, il faut des mesures fortes pour accompagner cette jeunesse qui, après les études à l'université, les périples qu'ils subissent avant de finir leurs études, bon, je suis jeune aussi d'ailleurs. Après les périples et tout ça là,
on sort de l'université avec des diplômes, mais on n'a pas quelque chose à faire. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Moi, j'aurais voulu que le gouvernement accompagne d'une manière ou d'une autre la jeunesse et les décourager à travers des mesures fortes pour qu'ils n'empruntent pas ce chemin périlleux auquel nous assistons actuellement. Donc, moi, je pense que à l'avenir, il faut, comme l'a dit mon ami Koshimo, il faut que le gouvernement installe des structures des actions sociales pour pouvoir accompagner ces jeunes psychologiquement, mentalement et financièrement. Voilà un peu. D'accord, donc vous voulez que le gouvernement distribue de l'argent aux jeunes pour les empêcher je n'ai jamais dit ça. D'accord. Alors on vous aura compris sur la question Koshimo, oui, il y a 1000 solutions qu'on pourrait proposer, mais les gouvernants ont leurs priorités, vous le disiez tout à l'heure. La première étape, c'est déjà de les rapatrier. Maintenant, la suite, on verra les mesures d'accompagnement qui seront mises en place à leur profit. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce sujet, très rapidement? Non, je pense que il faut que le gouvernement, parce qu'il y a déjà des mesures, il ne faut pas l'oublier, à l'endroit de la jeunesse. Tout n'est pas si noir. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mesures que le gouvernement prend déjà à travers... Votre avis ne semble pas partager votre avis sur la question. À travers la NPE, à travers le PSIE, où quand même, c'est vrai, tout le monde n'a pas forcément assez, tout le monde n'a pas forcément la chance de profiter, mais c'est quand même un début. Et après, je voulais dire un mot par rapport au cas de suicide. Je m'inscris en faux, on ne va pas dire que c'est à l'avènement de ce gouvernement qu'on a des cas de suicide. Non, je dis le nombre a augmenté, c'est ce que je... Bon, on n'a pas forcément des chiffres. A augmenté drastiquement même. On n'a pas des chiffres. Est-ce que vous avez le nombre avant l'avènement de ce gouvernement? Écoutez, voilà, vous parlez, il faut dire que on est au Bénin, vous êtes au Bénin, je pense que vous vivez ici et vous restez ici. Je ne suis pas... Je pense que... On vit au Bénin et on connaît les réalités d'avant ce régime et on connaît désormais les réalités d'après ce régime. Avant ce régime, personne n'émigrait vers l'étranger. Tout était rose au Bénin. Et je n'entendais pas de naufrage. Non, je pense que ce régime a peut-être la malchance de s'installer à l'aide des réseaux sociaux, où aujourd'hui, quelqu'un se suicide dans un village d'Abomey très rapidement, c'est relayé sur les réseaux sociaux. Voilà, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Les gens se suicidaient forcément, mais bon, puisqu'on n'en parlait pas, puisque ça ne venait pas sur les réseaux sociaux, on n'en avait pas forcément une idée. Mais bon, je pense que globalement, le gouvernement doit prendre en compte quand même tous ces aspects, parce qu'on a vu des cas de suicide où les gens ont laissé des notes et on comprend bien que c'est dos au mur, totalement désespéré, que ceux-là ont mis la corde au cou. Donc je suis d'accord avec lui qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures qui vont nous permettre à l'avenir d'empêcher ces genres de cas. Et il y a aussi des cas de suicide qui n'ont rien à voir avec les conditions financières. Forcément, il y a des gens qui se sont suicidés par des histoires d'amour. Voilà, donc il y a des histoires de couple qui amènent les gens à se suicider. Donc il faut relativiser aussi. Non, mais quand c'est rose, on ne peut pas se suicider à cause de ça. Quand au moins on a le minimum, si une femme te fait un coup bas, peut-être tu vas aller rencontrer une autre. Mais voir encore la situation économique qui vient s'ajouter à ce que tu as eu comme mésaventures avec ta copine, peut-être tu peux te suicider pour te dire bon, il y a plus d'espoir. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. L'espoir, on l'entretient ici sur cette émission avec le second sujet. On sait que récemment, il y a eu quand même une tension entre le Bénin et le Niger avec une avalanche de déclarations. Ça, vous le savez aussi. Ouf de soulagement, on peut le dire ainsi, parce que la première exportation du pétrole nigérien a eu lieu récemment et puis plus d'1 million de barils ont quitté les côtes béninoises. Koshimo, sur la question, est-ce qu'on peut se satisfaire déjà de cette première étape? Non, pas totalement. C'est une décision ponctuelle pour permettre donc le chargement du premier navire. Et je pense que derrière, il faut continuer les négociations, il faut continuer les discussions pour que cette mesure soit définitive, parce que c'est bien précisé que c'est ponctuel. Et il a fallu le déplacement d'une délégation chinoise pour que cette mesure temporaire soit prise. C'est déjà bien qu'on ait un début de dégel. Normalement, je crois qu'il y a des discussions qui sont en cours entre la partie nigérienne et la délégation chinoise, parce que ils ont obtenu un début de dégel ici. Il faut qu'il aille donc discuter avec la partie nigérienne aussi, qui doit pouvoir également faire des concessions. On sait très bien la pomme de discorde, on la connaît. Le Niger a gardé sa frontière fermée.
Et le Bénin a été clair sur cette question-là. Ben, vous ne nous traitez pas d'ennemis, vous fermez votre frontière, mais derrière, vous passez pas pour donc exploiter notre territoire. Donc, le Niger doit pouvoir également faire des actions par rapport à ça. Est-ce que le Niger va ouvrir finalement sa frontière? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est cette nouvelle que nous attendons. Et je pense que l'autorisation définitive de charger le pétrole va dépendre de ça. D'accord. Egloson David, on a vu un peu tout ce qui a entouré la question de cette tension entre le Bénin et le Niger. Il y a déjà un premier ouf de soulagement qu'on peut quand même pousser parce que le pétrole a quitté les côtes béninoises, les côtes de Sémékodji pour la Chine. Dans la suite maintenant, qu'est-ce que vous proposez en tant que formation politique aussi pour que les relations entre le Bénin et le Niger soient des plus apaisées à l'avenir? Enfin, moi, et au niveau de notre parti, nous avons toujours préconisé le dialogue. Et je dois déjà vous dire que notre diplomatie souffre sérieusement au Bénin depuis un certain temps. Tout à fait. Et on a constaté que quand des décisions communautaires n'arrangent pas le Bénin, l'État béninois ne respecte pas. Mais quand c'est dans les intérêts ou je ne sais quoi, peut-être de nos gouvernants ou bien de l'État, on fait feu de tout bois pour respecter cette décision-là. Moi, je pense que cette situation que nous traversons, la responsabilité du gouvernement béninois est engagée parce que le gouvernement a mal géré cette question diplomatique. Parce que dans les relations diplomatiques, il faut agir de manière pragmatique et conciliante. Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire et n'a pas fait? Voilà, je dis, nous avons toujours eu des relations très amicales avec nos voisins, les pays de la sous-région. Le Bénin n'avait jamais connu une situation où la frontière... D'abord, c'était la frontière nigériane qui a été fermée pendant un bon moment. Maintenant, voilà, il y a eu coup d'État au Niger. Nous ne pouvons pas faire... il n'y a pas cette constitution qui soit au-dessus d'un peuple. Le Niger, le coup d'État qui a intervenu a connu l'adhésion populaire. L'adhésion populaire, ce qui voudra dire que le Bénin n'a pas de leçon à donner pour dire, bon, nous allons rétablir. Qui est-ce qu'on veut rétablir? Un président déchu et qui a été applaudi par son peuple. Le coup d'État a été applaudi, a eu l'adhésion populaire du Niger. Donc, on ne fait pas le bonheur d'un peuple contre son gré. C'est ce que nous imaginons ici. Ouais. Donc, moi, je pense que les autorités nigériennes, ils doivent écouter les Béninois aussi parce que on doit s'entendre. Nous sommes des pays frères, mais c'est nous qui avons gâché par nos décisions hasardeuses, si je peux les qualifier de la sorte, parce que nous avons été peut-être vite en besogne en disant que nous allons rétablir le président déchu avec des moyens forts. Et ça a été dit par la première autorité qui après... Monsieur Egloson, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il y a eu des décisions hasardeuses. On a vu ce révélement. On a vu ce révélement qui... C'est tout un gouvernement quand même qui s'est réuni sur des questions cruciales. Bon. On ne peut pas dire que ce sont des décisions hasardeuses. Le jour où vous serez au gouvernement, donc je vous le souhaite. Permettez, j'ai la parole. Je vous relance. Non, merci de m'avoir relancé. Mais vous serez au gouvernement. Non, attendez que je finisse. Vos décisions hasardeuses, vous ne serez pas d'accord. Bon, on a fait un révélement. C'est ça, nous honore. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce que je veux. Allez-y. Ah, je ne le suis pas. Vous ne pouvez pas traiter des décisions. Alors, je disais, bon, on a fait un révélement. Maintenant, pour dire qu'on a levé l'embargo de manière temporaire, moi je dis, c'est un non-événement. Pourquoi on va parler de temporaire? On a déjà signé un accord. Et le Bénin a sa part du gâteau à gagner. Et ça va profiter. Ce serait une valeur ajoutée à notre économie. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi. Le droit de passage, d'accord. L'ouverture de la frontière, on ira au dialogue pour pouvoir réouvrir la frontière. Cette question de levée temporaire, est-ce que vous avez suivi la réaction du porte-parole du gouvernement qui a dit ceci, je le paraphrase un peu, il a dit qu'il y a eu une demande formelle de la part des autorités nigériennes pour cette levée-là. Donc, comme il y a eu un cadre formel de discussion, ils ont décidé de lever provisoirement la mesure. Est-ce que vous avez suivi sa réaction? Moi, ce que je pense, lever provisoirement ou pas, il faut lever cela. Parce que c'est notre intérêt qui est en jeu. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et là, n'a-t-il pas l'intérêt béninois? C'est de ça qu'il s'agit. On ne prend pas des décisions. Moi, je pense que il y a encore l'ouverture de la frontière et nigérienne. Mais pourtant, il y a eu levé de l'embargo. C'est pour dire quoi? Notre diplomatie a été souillée. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je le dis. Et je vais vous dire quelque chose. Oui, les relations diplomatiques sont souvent historiques. Ça va rester là. Et l'État a une continuité.
Et c'est la jeune génération qui va gérer ces problèmes-là après, vous et moi. Nous qui sommes ici parce qu'on est jeunes, c'est une question de génération. Ils vont partir, nous allons faire face à cette histoire-là. Et il faut que l'État actuel écrit de belles histoires pour que nous puissions prendre la relève demain. D'accord. Il y a quelque chose que je ne voudrais pas laisser passer parce que nous sommes quand même sur une émission qui est assez suivie. On ne va pas, dans cette émission, faire l'apologie des coups d'État. Je voudrais qu'on soit d'accord par rapport à ça parce que l'ordre constitutionnel, Mohamed Bazoum qui a été déchu, il a été élu constitutionnellement et démocratiquement. Donc, si par la force des choses, il a été renversé, on ne peut pas, sur cette émission, encourager le fait qu'il a été renversé. Je voudrais qu'on s'entende là-dessus. Je n'ai jamais dit... Parce que vous avez dit que le Bénin veut coûte que coûte rétablir celui... Oui, il a été élu constitutionnellement. N'empêche, il n'y a pas que des coups d'État militaires. Il y a des coups d'État institutionnels. Oui, dont j'étais ici parce que ce n'est pas le débat. On est sur le cas du Niger. Je suis d'accord. J'ai dit qui a connu l'adhésion populaire. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui a connu l'adhésion populaire? La Constitution, c'est un contrat social entre les peuples. Le peuple décide de quelque chose. À un moment donné, le peuple est seul garant pour arrêter l'ordre constitutionnel en cours. Les militaires l'ont fait, c'est un groupe de personnes, mais qui a eu l'adhésion populaire. Ceci étant, nous, Béninois, comme c'est pas notre manière, parce que nous ne sommes plus, depuis le coup d'État de 1972, nous ne sommes plus habitués à ce genre de choses. Et nous n'encourageons pas ça. Mais quand un autre pays arrive à connaître ce genre de situation, c'est pas à nous de leur imposer ce que leur peuple veut. C'est pourquoi je disais que le peuple est souverain. Et il n'y a pas une constitution qui soit au-dessus du peuple, si je ne me trompe. D'accord. Ce que je voulais juste, c'est de rétablir cela et de montrer à ceux qui nous... Mais je l'ai dit. Au Bénin, nous ne sommes pas habitués à cela. On a fini avec ça il y a très longtemps. Il me fallait l'apporter. Merci beaucoup. Koshimo, sur la même question, les relations entre le Bénin et le Niger, oui. Le chef de l'État est sorti récemment, on sait, après le Conseil des ministres d'il y a plus d'une semaine, où il disait que les deux peuples se partagent la même frontière, on est des frères depuis des lustres et qu'il souhaite que cela reste. Alors, que faudrait-il faire aujourd'hui en l'État pour que nos relations soient de plus en plus pacifiées, pour le bonheur des deux peuples, sur tout ça? Oui, je pense qu'il faut essayer de reconsidérer un peu le contexte. Le Bénin n'a pas décidé unilatéralement d'aller réinstaller Bazoum, d'imposer un retour à l'ordre constitutionnel. Il faut qu'on reste dans le contexte CEDEAO, parce que ce n'est pas une décision que le Bénin a essayé de dicter au Niger, non, c'est une décision de la CEDEAO. Il y a une question à laquelle les gens ne répondent pas. Qu'est-ce que le Bénin a fait et que le Nigeria n'a pas fait dans cette crise? Le Nigeria gère la présidence de la CEDEAO. Et on sait, le président nigérien, Tinubu, a été sérieusement plus virulent même que notre président sur cette question-là. Et le président Patrice Talon n'est pas resté à Cotonou pour dire on va aller réinstaller Bazoum. Cette déclaration dont tout le monde fait allusion, la déclaration a été faite au Nigeria, je crois. Et on était même encore à l'étape de tentative quand le président a été contacté par le président Tinubu pour aller parler aux autorités nigériennes. Donc c'est dans ce contexte que la déclaration a été faite. Le Bénin n'est pas resté à Cotonou pour dire on ira réinstaller. C'est une décision de la CEDEAO. Le Bénin étant membre de la CEDEAO, ayant participé au sommet, à la réunion qui a abouti à cette décision-là, je ne vois pas par quel moyen le Bénin pouvait donc se soustraire. Alors, moi je pense qu'on a dépassé cette étape d'ailleurs parce que après, le président béninois était même le premier à dire publiquement, là, il faut qu'on arrête. On prend désormais conscience. On a voulu que les choses se fassent autrement. Mais là, le coup d'État, il est consommé. Donc maintenant, trouvons d'autres solutions. Et il a dit publiquement, et je pense qu'il fait partie de ceux qui ont discuté, ceux qui ont fait le lobbying pour la levée des sanctions de la CEDEAO. Le Bénin a toujours tendu la main, la main du Bénin est restée tendue dans cette situation par rapport aux autorités nigériennes. On a vu la sortie du président Tiani qui s'est attaqué personnellement et vertement au président béninois. On n'a jamais vu une réplique du président béninois. Donc, c'est pour dire, c'est vrai, il y a eu cette première étape où le Bénin s'est inscrit
dans le contexte CEDEAO pour le respect des décisions de la CEDEAO. Mais après, le président, il a dit, discutons avec les gens et trouvons une solution. Lorsque la CEDEAO a levé les sanctions, le Bénin était le premier à ouvrir sa frontière. Le Nigeria a fait près de, ou plus même de 2 semaines avant d'ouvrir sa frontière. Mais dès que le Nigeria a ouvert sa frontière, automatiquement, les jours qui ont suivi, le Niger aussi a ouvert sa frontière avec le Nigeria. Alors, le Bénin, quelle est la particularité du Bénin? Après, on va vous parler des supposées bases françaises qui sont installées. Ça, c'est encore un autre débat. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut qu'on évolue sur la question. Alors, le Bénin a décidé temporellement de laisser le Niger charger son pétrole. Et comme je l'ai dit, derrière le Niger aussi doit faire des actions. Et la plus grande action qu'on attend du Niger, justement, c'est d'ouvrir sa frontière. Parce que ce qu'on dit, c'est quand même assez logique. Vous ne pouvez pas soupçonner votre voisin de vouloir vous empoisonner, mais derrière, lorsque le gars fait sa sauce, vous passez derrière pour vous servir dans sa marmite. Ça n'a pas de sens. Si le Niger ferme sa frontière parce que les autorités nigériennes ont peur qu'une attaque parte du Bénin pour les atteindre, de la même manière qu'ils s'empêchent de charger leur pétrole par notre territoire. Alors, si le pétrole devrait être transporté par la voie terrestre, le Niger n'allait pas, comment on appelle, est-ce que le Niger va garder sa frontière fermée à Malanville si c'est par là qu'il devrait transporter le pétrole? Donc, je pense qu'on a beaucoup évolué sur la question. Et il a dit les relations diplomatiques sont historiques, mais l'histoire va aussi garder que à un moment donné, le Bénin a faibli devant un pays comme le Niger. Il y a des antécédents entre le Bénin et le Niger. On a connu la situation de l'île des oiseaux. On sait comment ça s'est terminé. Le Bénin a été toujours dans une position pacifique par rapport aux relations diplomatiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin a suffisamment montré sa bonne foi, sa volonté de discuter, de régler les choses pacifiquement. Il revient à la partie nigérienne également de faire des efforts. D'accord. David, déglosons sur la question pour sortir de ces échanges. Je pense que nous sommes très sérieux et au Bénin, il faut que nous, jeunes, nous prenions conscience. On ne va pas se cacher derrière, je ne sais quoi, la CEDEAO, pour justifier nos maladresses diplomatiques. Vous pensez que je pense que non, est-ce que vous dans ce pays, je vais venir avec un exemple pour vous aider. Dans ce pays-là, on a vu des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme que le Bénin n'a pas respectées. Dans ce moment-là, on avait exhibé notre souveraineté, n'est-ce pas? Pourquoi dans le cas, et je vais vous dire, le Bénin est le plus grand perdant dans cette histoire de la décision de la CEDEAO, de l'UEMOA, que le Bénin a coûte que coûte respecté. Pourquoi le Bénin a respecté, il n'avait pas respecté les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme? Il ne faut pas que nous nous cachions ou bien nous fassions des jeux de cache-cache pour se cacher derrière des réalités. Nous sommes jeunes et demain, notre responsabilité sera engagée par la jeune génération qui viendra après nous. Est-ce que c'est le même contexte? Je voudrais que, n'empêche, c'est une décision sous-régionale, c'est une décision communautaire, auquel le Bénin a adhéré. Le Bénin était membre de la Cour africaine des droits de l'homme, comme membre de la CEDEAO. Nous n'avons pas fait la politique de 2 poids, 2 mesures. Et surtout, quand il s'agit de la diplomatie, il faut faire très attention. Donc, pour sortir de cette situation, la seule chose que moi je trouve, c'est le dialogue. Bon, je vais demander d'ailleurs, je vais profiter de vos antennes pour demander aux autorités nigérianes de ramener la balle à terre aussi, parce que le Bénin aussi est un État souverain. Et nous avons droit de collaborer avec qui nous voulons. Ça là, il faut que les gens comprennent cela. Vous l'avez finalement reconnu, que nous sommes un État souverain. Non, le Bénin est un État souverain. Et la souveraineté n'appartient pas à un individu. C'est le peuple qui est souverain. Je l'ai dit précédemment dans mon propos. Alors, il n'a qu'à aussi respecter un peu notre souveraineté, savoir que nous sommes libres de faire ce qu'on veut chez nous et nous sommes libres de collaborer avec qui nous voulons. Nous avons des partenaires partout, eux aussi ils ont leurs partenaires et puis ensemble nous pouvons nous entendre pour trouver une table de négociation. Voilà. Merci à vous, chers amis, d'être passés par ici. Koshimo Mbali, journaliste, analyste politique, merci beaucoup. C'est moi. Je vous souhaite de passer une bonne journée en attendant de vous retrouver très prochainement. Merci. David Deglos, merci beaucoup. Merci. Vous êtes député suppléant du Parti Les Démocrates dans la 6e circonscription électorale. Bien de choses à vos camarades. Merci. C'est moi. Allez, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce numéro du décryptage de ce jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.